Est-ce que ça marche? Moi, ça marche. Allez-y, vas-y. Philippe Bloch, bonjour. Bon, ça va, Fabien? Non, toujours pas. On a un petit numéro prévu qui marche. Alors, on dit d'elle que c'est la 4e révolution industrielle et pour cause, la tornade digitale bouscule tout. Elle fait disparaître des entreprises, elle en crée de nouvelles. En tout cas, ce qu'elle fait, c'est qu'elle force toutes les entreprises à repenser leur business et repenser leur modèle et accompagner les TPE et les PME dans cette transition numérique, les encourager à voir le numérique non pas un danger, mais plutôt une formidable opportunité pour grandir, pour gagner en agilité, également pour attaquer l'export. C'est ce que nous faisons chaque jour sur notre site internet, chefdentreprise.com, et chaque mois dans notre magazine, Chef d'entreprise. C'est aussi, Philippe, des thématiques que vous traitez régulièrement sur BFM? Absolument. Bonjour Héloïse, bonjour à tous. Bienvenue à nos amis entrepreneurs et experts et professionnels de l'Internet également. Vous allez voir, moi je m'appelle Philippe Bloch, j'anime depuis 12 ans. Maintenant, je suis un entrepreneur qui anime depuis 12 ans sur BFM Business tous les dimanches, une émission consacrée aux entrepreneurs. Et on a plusieurs entrepreneurs toutes les semaines et c'est un vrai bonheur de les voir grandir. Et d'ailleurs, Guillaume, qui nous rejoint régulièrement comme entrepreneur chroniqueur, on l'a vu avec ses premiers slips et maintenant, c'est un vendeur de slips dans le monde entier. C'est juste formidable. Et on va voir ensemble comment, aujourd'hui, on peut inventer des très belles entreprises ensemble. Oui, merci en effet à tous aujourd'hui d'être présents pour débattre de ces enjeux de la transformation digitale. Et donc, nous avons le plaisir d'accueillir tout au bout, vous en avez parlé Philippe, Guillaume Gibaud. Vous avez créé en 2012 le slip français. Aujourd'hui, vous atteignez un chiffre d'affaires de 1,5 million d'euros. Vous faites beaucoup aussi parler de vous sur les réseaux sociaux. Vous nous direz comment? Alors Guy, comme de Cherizé, vous êtes un serial entrepreneur, beaucoup d'entreprises plutôt dans l'information, dans la presse. Avant, enfin ça l'est resté d'ailleurs, puisque vous avez repris en fait Goemio il y a 4 ans. Vous avez complètement bouleversé le business model, puisqu'on sait que la presse écrite papier a des interrogations devant elle et derrière elle pour certains, définitives d'ailleurs pour certains. Vous direz également comment vous avez repensé cet outil que tout le monde connaît et qui est une très belle marque. À vos côtés, Loïc Berthelot, bonjour, vous êtes plombier et vous êtes véritablement connecté. Vous avez mis au point Uplog, un boîtier qui fait parler les tuyaux et vous avez décidé également de digitaliser complètement vos process. Vous nous direz comment et pourquoi. Le plombier connecté, et il a un CAP de plomberie. C'est effectivement, au départ, il reste plombier avant d'être un nouvel acteur en fait de la numérisation du digital. Cédric Ménager, vous représentez un énorme groupe, Intuit, logiciel de comptabilité, qui est leader sur le marché européen et qui déploie des solutions en France depuis seulement décembre 2015, donc c'est récent. Nick Leader, vous êtes directeur général de Google France, la société la plus chère du monde. Merci beaucoup d'être avec nous. Et vous nous direz comment le géant Google peut aider les PME, mais également les TPE à réussir leur transition numérique. C'est-à-dire que sur ce canapé, on a quoi, 450 milliards de dollars de capitalisation boursière à vous deux, puisque à côté, on a Laurent Soli, qui est le directeur général de Facebook France, 30 millions d'utilisateurs. Vous allez nous expliquer, Laurent, comment vous comptez devenir un partenaire encore plus proche des entrepreneurs pour contribuer à la numérisation de l'économie française. On va commencer avec vous, Com de Cherizé. Face à l'érosion, donc vous l'avez dit Philippe, des ventes du guide papier, quand vous arrivez chez Goemio il y a 4 ans, vous sentez l'urgence de repenser votre business model. Quelle a été votre stratégie ? Alors effectivement, moi quand je suis arrivé chez Goemio, il y avait une petite entreprise indépendante qui perdait 60% de son chiffre d'affaires, qui vendait des guides papier, qui vendait un magazine et qui vendait des pages de publicité. Et tout ça est en train de se casser la figure. Donc il y avait urgence soit à fermer l'entreprise, soit à la réinventer, ce que nous avons fait. Et les 75% du chiffre d'affaires fait sur ce vieux métier, aujourd'hui, ne représentent plus que 20% du chiffre d'affaires. Donc on a transformé l'entreprise dans un véritable retournement. C'est du management, c'est remotiver les équipes, c'est repenser la marque. Et puis surtout, on a tiré profit d'une extraordinaire opportunité qui est que puisque nous n'avions rien sur le web, sur les mobiles, tout était possible. Et quand on démarre très tard, je dirais quelque part, c'est un océan d'opportunités, surtout qu'aujourd'hui, toutes ces technologies sont agiles, sont à la portée des petites PME indépendantes comme celle que je gère. Et c'est là que les choses ont commencé à s'accélérer, à commencer par des outils pour les équipes, pour casser les silos. On travaille avec Salesforce notamment. Et puis, voilà, penser complètement digital pour toutes les activités de l'entreprise. Alors oui, on a gardé du papier jaune, mais c'est devenu complètement anecdotique. C'est devenu un gimmick de communication pour nous. Mais ce n'est plus du tout notre business. Ça veut dire comme, ça veut dire comme que le business, aujourd'hui, le magazine ne serait plus là s'il n'y a pas le numérique, si vous n'avez pas cette nouvelle approche?
On a gardé le magazine parce que certains de nos annonceurs, certains de nos sponsors sont attachés au papier. Notamment toute une génération qui a l'habitude d'avoir ce que j'appelle le Coffee Table Magazine. Donc si on n'a pas quelque chose sur sa table basse, ça n'existe pas. Mais c'est très très anecdotique, c'est devenu marginal. J'ai ouvert 5 pays, nous sommes présents dans 13 pays, j'ouvre 4 pays cette année. Il y a toujours un peu de papier. C'est de même que la Fourchette a sorti un guide papier. Mais le modèle de la Fourchette, c'est pas du tout le papier. Aujourd'hui, le papier représente 20% de votre chiffre d'affaires contre 80% quand vous êtes arrivé il y a 4 ans. Voilà. Donc les 80% de votre chiffre d'affaires aujourd'hui sont réalisés comment ? Alors aujourd'hui, c'est par le site internet, c'est par des applications qui commencent à être déployées et c'est surtout par l'international. Et le déploiement international, donc 13 pays cette année, se fait par un site internet pertinent, se fait par... Nous démarrons par un back-office. Donc c'est vraiment un outil Internet. Nous collectons des données, des enquêteurs qui vont visiter des restaurants de manière anonyme, et ces données sont structurées dans une base de données. Puis une fois qu'on a la base de données, on va distribuer des flux. Alors c'est pas très sexy de dire ça. Distribuer des flux, ça veut dire quoi ? Qu'on est capable d'imprimer un guide papier, qu'on est capable de publier sur le site, qu'on est capable de publier sur des applications. On est partenaire des GPS TomTom, on leur envoie un flux. On est partenaire de 20 minutes, on leur envoie un flux. Donc nous distribuons des flux. Pour moi, c'est de l'open data. Et plus je distribue mes flux, plus ma marque sera vivante. Nous sommes le plus petit acteur de notre univers de concurrence. En face de nous, nous avons Zagat, qui appartient à Google. Tout simplement, nous avons le groupe Michelin, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Nous avons Zomato, qui est une licorne, qui a levé 170 millions de dollars et qui est valorisé 1 milliard de dollars, qui est présent dans 30 pays, une société indienne. Donc face à ces géants, il faut être le petit Kirikou qui est agile et qui est capable de pousser son astuce pour exister dans ce monde très concurrentiel. Guillaume, vous aussi, le numérique, ça vous a permis un peu d'exister face aux géants ? Alors nous, sans le numérique, on n'en serait tout simplement pas là. Donc grâce à Google et Facebook, nous, donc on a fait effectivement 1,5 million en 2014. On est passé à 3,6 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Donc on double de taille tous les ans depuis 5 ans. Et effectivement, l'idée, c'est d'être la première marque de mode française digitale. Ça veut dire qu'on réinvente quelque chose qui a disparu depuis 25 ans. C'est qu'on fabrique un produit entièrement en France et on le distribue directement à nos clients par Internet, donc en sautant tous les intermédiaires. Et on arrive à fabriquer entre 3 et 5 fois plus cher que tous nos concurrents, à vendre dans les mêmes prix de marché et à créer surtout une vraie communauté et à créer des clients qui nous sont fidèles et qui viennent acheter 1 fois, 2 fois, 3 fois et on augmente la gamme au fur et à mesure. Donc c'est vrai que c'est grâce à Internet, le contenu viral qu'on peut imaginer, les relais Facebook et Google qu'on existe aujourd'hui et que je suis là devant vous avec grand plaisir. Justement Guillaume, parce qu'en fait s'il y avait que effectivement le problème de la distribution, Internet a réinventé beaucoup plus. C'est-à-dire que toi tu incarnes la marque, on te voit partout, couverture de management, de capital, dans les radios, etc. Et chef d'entreprise. Exactement, et chef d'entreprise. Et du coup, Internet, ça apporte beaucoup plus qu'un mode de distribution. Ce que tu crées autour de cette marque, que tu incarnes notamment en tant qu'entrepreneur, ne serait pas possible avant. Tu peux analyser un peu de la relation justement de l'homme à la marque à travers tous ces... Je pense qu'en fait, il y a une donnée qui est essentielle, c'est d'avoir une stratégie de contenu. En fait, Internet, c'est effectivement un outil, c'est un média, donc il y a tous les réseaux, le site, la newsletter, tous les réseaux sociaux. Ce qu'il faut pour être capable d'être bon et d'aller chercher en permanence des clients et donner aux gens envie de revenir en permanence sur notre site, c'est d'inventer des choses, d'inventer du contenu qui peut être du contenu produit, du contenu de nouvelles boutiques, du contenu viral, des blagues, des infos sur comment est-ce qu'on fabrique, de la transparence. Enfin, il y a toute une panel de choses en fait dans la vie d'une boîte qui peut être aussi le quotidien de la boîte, effectivement, qui peut être aussi son fondateur. Mais en fait, ce qu'il faut se dire quand on crée une marque, c'est que aujourd'hui, tout est transparent et il faut aller chercher du contenu en permanence. Et c'est ça qui est difficile et qui est d'autant plus difficile, je pense, pour les grosses boîtes, c'est qu'il faut être capable. Enfin, Facebook, nous, on poste 4-5 fois par semaine. Instagram, c'est au moins un post par jour. Twitter, il faut tweeter 10 fois par jour. Et si on veut engager les gens avec du contenu qui est vraiment sympa, et j'espère que tout le monde s'inscrit à la newsletter ici, mais on fait en sorte de créer du contenu qui est sympa et qui est au-delà de juste acheter notre nouveau produit et qui engage vraiment les gens dans une communauté. Et Guillaume, tu es une des marques finalement assez ancienne, parce qu'on pense évidemment à des Michel Augustin, à des Fagochous qui étaient là ce matin aussi. Tu vois une grande différence avec il y a 5 ans ou pas ? Parce que tu as démarré il y a 4-5 ans, et quand on voit effectivement les outils qu'on évoque aujourd'hui, Twitter à l'époque n'existait pas il y a 5 ans, quand on l'utilisait moins. Tu vois une accélération de ces outils ? Comment tu vois avec le recul ces 5 années en temps de la technologie ? Je vois qu'il faut être capable de se remettre en question très vite, parce que moi je vois déjà la boîte à 5 ans et parfois je me sens vieux par rapport à des gens qui j'espère sont dans la salle. Typiquement, nous on a, je pense, réussi à
faire un premier bon coup d'accélérateur avec Facebook, avec la campagne présidentielle en 2012, changer de slip c'est maintenant. Donc là, on l'a fait sur Facebook. Mais par exemple, il y a des marques qui sont ce qu'on appelle des Insta Brands, et ça, je pense que Laurent les connaît mieux que moi. Mais vous regardez une marque comme Triangle Swimwear, qui est une marque américaine de maillots de bain, qui existe depuis 2013, je crois, qui va approcher les 20 millions de dollars de chiffre d'affaires en à peine 1 an ou 2 ans. Nous, le slip français, on est pas mal sur Instagram, on est à 22 000 followers, ce qui n'est pas ridicule, mais on est loin des 1 million ou 1,5 million parce qu'on n'a pas réussi à prendre l'accélérateur au bon moment. Donc je pense que quand on est entrepreneur, ce qu'il faut, c'est justement trouver ce sur quoi les autres sont pas bons ou ce sur quoi les grosses boîtes n'arrivent pas à se positionner vite et prendre ces accélérateurs. Donc je pense que déjà, j'en ai loupé un avec Instagram alors qu'on avait a priori tout pour le prendre. Donc j'espère que j'aurai le prochain. Je ne sais pas trop où il est, mais je vais essayer de le trouver en tout cas. Loïc, vous aviez monté votre société de plomberie et en 2011, vous avez le déclic. Il faut absolument que vous digitalisiez tous vos process. Comment vous y êtes pris en quelques mots? Déjà, pourquoi vous avez eu ce déclic-là et comment vous y êtes pris? La performance. Vous créez votre société, vous êtes tout seul avec votre sac à outils, vous avez un salarié, 2 salariés, un jour vous en avez 10, et quand vous avez 10, ça devient horrible. Vos clients vous demandent des devis, vous faites des devis avec 1 semaine de retard, et il y a un truc qui cloche. Et on est avec tout ce que je pense qui est agréable chez un artisan, c'est-à-dire qu'il y a quand même une conscience, mais tout ce qui est désagréable chez un artisan, c'est-à-dire qu'il faut lui courir après. Donc, je me dis, voilà, Loïc, tu ne vas pas abandonner, tu es passionné par ton métier, je n'ai pas écrit de bouquin, je me suis enfermé, et j'ai écrit en fait informatiquement tout mon métier. Donc ça a donné concrètement 3700 devis, et en fait ces 3700 devis, ils ne sont pas juste uniquement lisibles pour un client, ils sont lisibles pour le plombier qui doit faire le boulot, pour la secrétaire qui doit planifier, et il est compatible avec des algorithmes de planification pour que dès qu'on reçoit l'accord du devis, on est capable de donner non pas une date à une personne, mais 25 dates. Donc voilà en fait ce quoi... voilà. Bon, il y avait ça et la suppression du papier également voilà, parce que c'est les papiers. Les gens viennent au boulot pour chercher leurs papiers. J'allais chez les clients, il y avait des papiers partout. Et en fait, on s'aperçoit que quand on supprime le papier d'une entreprise, donc nous on l'a fait il y a 5 ans, on a acheté toutes les imprimantes. Et en fait, jeter les imprimantes, totalement. Bah, c'est dangereux parce qu'on cherche des papiers toute la journée. Donc, moi, j'allais chez mes clients, ils disent attendez, je cherche votre facture. Non mais c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Donc quel ambassadeur hein. Bah non mais c'est pas ça, c'est que quand vous créez votre société, il y a un moment la critique est insupportable. Vous pouvez pas supporter de voir quelqu'un qui hurle après une secrétaire qui a rien fait. C'est pas de sa faute. C'est juste parce que le patron est débordé, parce que son organisation ne tient plus, parce qu'il y a trop de papiers. Voilà. Donc voilà, il a fallu réorganiser. Voilà vous dites que vous avez écrit votre métier de manière informatique. Vous aviez une compétence particulière. Votre parcours, c'était un CAP de plombier. Je pense qu'un informaticien est incapable d'écrire informatiquement la plomberie, vu qu'il n'est pas plombier. Donc j'ai besoin d'un codeur, comme une couturière, pour pouvoir faire les choses. Mais j'en ai épuisé quelques-uns. Mais j'ai rencontré des frères... et aujourd'hui on est... Mais c'est vrai qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi, en fait, vous êtes allé plus loin, parce qu'il y a aussi un boîtier que vous avez inventé et que vous commercialisez, qui change le monde aussi de la plomberie. Alors ça, c'est autre chose, parce que tout ce que vous me faites dire là, moi je le tenais secret. C'est-à-dire que quand il y a 5 ans, j'ai dit à mes plombiers, tenez, je vous donne une application pour que quand vous preniez en photo le boulot, quand vous descendez des escaliers, le devis il arrive par la boîte mail chez le client, parce que nous, au bureau, on avait déjà vu toutes les photos du chantier. Ça, c'est quelque chose que je ne disais pas il y a 5 ans. Donc là, quand on a eu l'idée du boîtier, là, on l'a dit. Parce que ce boîtier, en fait, il permet de faire parler les tuyaux. Et en fait, c'est, à mon avis, l'essentiel dans mon métier. C'est que tous les jours, on est contacté par des gens qui nous disent « voilà, ça fuit chez moi ». Mais en fait, ça fuit chez eux depuis 1 mois. En fait, ils constatent le sinistre. Donc en fait, ils sont tous pressés. Ils nous demandent de venir à toute vitesse, peu importe finalement, même si le plombier est bon. On arrive dans un truc, les SOS plombiers, ça ne devrait pas exister. On joue sur la panique, on ne joue pas sur la qualité. Et donc, en fait, l'idée, c'était de se dire, voilà, si on est capable de regarder en fait, la consommation d'eau, on est capable d'implémenter des algorithmes et détecter, avant même que les gens s'en rendent compte, qu'il y a des fuites d'eau. En un mot, la dernière mise à jour, pour le coup, de ce boîtier connecté, peut sauver des vies, c'est ce que vous m'expliquiez hier soir ? Alors, sauver des vies, pourquoi ? Parce que dans mon histoire de plombier, il m'est arrivé une fois, j'étais dans le 16e arrondissement, je crois que c'était vers le boulevard Murat,
j'ai frappé à la porte et j'ai entendu une petite voix qui me disait je suis retourné. Et malheureusement, c'est un problème qu'on a. Il y a des seniors qui peuvent tomber, qui ne peuvent pas se relever. Donc en fait, je regardais mon boîtier, c'était la semaine dernière, et je me suis dit ça y est, on a trouvé. On va pouvoir sauver des vies. Allez-y, racontez. Pourquoi ? Parce que l'eau est vitale. On ne peut pas vivre dans un logement sans consommer d'eau. Et donc, on a créé une alerte consommation nulle pour prévenir en fait la famille qu'il y a un danger dans le logement. Parce qu'on ne peut pas vivre dans un logement sans consommer l'eau. Si vous arrive un problème dans votre logement, que vous êtes tombé par terre, l'électricité continue de tourner, le gaz aussi. L'eau, non. Sauf si vous avez une fuite. Mais ça, vous le saviez avant. Merci. Hein. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on va bien sûr faire réagir nos amis de Google et de Facebook tout de suite, mais ce produit est en vente depuis combien de temps ? C'est un énorme marché, c'est-à-dire que vous avez changé de métier, là. Vous n'allez plus être... En fait, ce qui est intéressant, c'est même la réaction des gens vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que, par exemple, on a installé dans des bureaux et on s'est rendu compte qu'il y avait des fuites de 3000 litres de l'heure. On s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui partaient des toilettes et qui laissaient les robinets ouverts parce que, voilà... Dans les entreprises, les gens n'ont pas toujours une réaction forcément citoyenne. Donc voilà, on a découvert des choses incroyables. Ça n'existait pas ce boîtier, c'est une vraie nouveauté. En fait, les gens qui comptent l'eau vendent l'eau. Ah oui. Vous êtes taquin, là, vous êtes taquin, je trouve. Donc moi, je suis plombier, je répare les fuites d'eau. Oui, ça arrange tout le monde finalement. C'est ce qu'on appelle un cercle vicieux, ça. Si chacun a les mêmes intérêts, c'est de consommer de plus en plus d'eau et d'en faire perdre. Mais là, vous avez trouvé une solution. Donc, marché français, mondial ? Va falloir qu'il me donne un coup de main. Alors justement, Nick Leader, on voit bien avec ces trois entrepreneurs l'urgence que chacun a constatée face à la transition numérique. Comment est-ce que Google, vous également, c'est un message que vous portez chez Google, cette nécessité pour les entreprises françaises de se mettre au numérique ? Ouais, bonjour à tous et toutes. Donc, juste pour, en fait, on voit là quelques exemples de transformation numérique dans les entreprises. Et on avait 2 ou 3 histoires qui ne sont pas exactement les mêmes. Donc, le contact avec les clients, la capacité d'utiliser le numérique pour trouver les clients, transformation des processus internes. Donc, c'est très intéressant. Donc, ça montre un peu la gamme de possibilités que le numérique propose. Mais juste en termes de où est-ce qu'on est en France actuellement. Donc nous, chez Google France, on est 700. Là, depuis 10 ans, on travaille avec des dizaines de milliers d'entreprises françaises de toute taille. Et on voit que le processus maintenant, depuis 18 mois, est vraiment bien enclenché en France en termes de numérisation de l'économie. Mais juste pour vous donner quelques chiffres, parce qu'on voit qu'il y a un écart entre les utilisateurs français qui sont très avancés. Je ne sais pas si Laurent partage, mais notre diagnostic, c'est les Français sont dans vraiment le premier peloton en Europe en termes d'utilisation des outils et des supports numériques. Côté entreprise, honnêtement, il faut être un peu clair. Il y a un écart. Aujourd'hui, vu le niveau d'utilisation par les gens, on pourrait attendre un niveau d'utilisation pour les entreprises beaucoup plus élevé. En Angleterre, aujourd'hui, 10% du PIB, ça vient du digital. En France, c'est 5,5%. Et l'écart entre les deux, avec quasiment le même niveau de sophistication des gens, c'est 100 milliards, pas 100 millions, mais 100 milliards d'euros de PIB par an. Donc le travail qu'on fait avec des autres comme Facebook, mais avec les entreprises avec qui on travaille, c'est aider les gens dans cette numérisation de l'économie française. Et c'est un enjeu qui est stratégique pour la France. Et Nick, en plus, l'Angleterre n'a pas la chance que nous avons, c'est-à-dire un réseau ultra rapide, ADSL, etc. Est-ce qu'ils ont les mêmes qualités de réseau en Angleterre ? Non, je ne pense pas. Parce que dire qu'on a encore un retard qui s'aggrave quand on pense qu'effectivement, on a en plus la rapidité. En termes d'infrastructure en France, la France est très très bien placée. C'est ça. Donc, mais comme j'avais dit, on a vu depuis 18 mois maintenant une mobilisation des entreprises, donc de toute taille. De L'Oréal jusqu'à la coutellerie de l'Odé à Marseille. Qui est lié à quoi, à votre avis ? Comment est-ce que vous analysez cette prise de conscience, cette accélération ? Honnêtement, je pense qu'il y a 18 mois, avant, il y avait un débat. Est-ce que le digital, c'était juste pour les startups ? Est-ce que c'était juste un truc sympa pour faire les recherches, les vidéos, les réseaux sociaux ? Maintenant, on a vu que le digital se transforme quasiment tous les secteurs, mais profondément. Et donc, les entreprises étaient obligées de commencer à réagir.
Juste pour info, il se trouve que hier matin, j'ai animé une partie d'un forum que BFM organisait, qui s'appelle le 01 Business Forum. Il y avait beaucoup de gros poids lourds en France du business. Il y avait Jean-Paul Agon, le président de L'Oréal, qui a dit une chose passionnante. Il dit qu'il travaille chez L'Oréal depuis 30 ans. Il a vu plus de changements de la façon de faire leur métier dans les 3 dernières années qu'au cours des 30 dernières années. Il dit qu'en gros, le numérique change absolument tout, y compris, il dit même que L'Oréal devient une entreprise de service. C'est-à-dire qu'avec L'Oréal, ils vont aider avec le numérique les femmes à être plus belles. Ils changent complètement l'utilisation des produits. Pensez que ça vient en partie de là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une accélération aussi pour ces grands groupes qui deviennent des moteurs très forts d'accélération. Exactement, on voit que le comportement des gens change, mais avec une rapidité colossale. C'est donc, nous, on le voit via YouTube, par exemple. La moitié de la France utilise YouTube aujourd'hui. On a un temps de visionnage sur YouTube qui croît à 50% en France par rapport à l'année dernière. Donc, on voit que l'audience bouge. Donc, ça, c'est juste un exemple parmi 10 000 d'autres. Mais pour les entreprises qui sont en contact avec les consommateurs, si on reste sur les modèles à l'ancienne, 2005, et les consommateurs ont bougé, donc on est sur un truc qui ne marche plus. Donc, on est obligé de basculer. Laurent, chez Facebook France, alors les chiffres ne font que changer, mais aux dernières nouvelles, donc 30 millions d'utilisateurs. Parmi eux, combien sont des professionnels, des TPE ou des PME ? On a annoncé ce matin, ça tombait bien parce que c'est le salon des entrepreneurs, qu'il y avait désormais 1 million de PME en France qui utilisent Facebook, qui ont une page Facebook. C'est-à-dire que c'est un tiers des PME et des TPE françaises. D'ailleurs, si vous me permettez, puisque c'est une annonce d'aujourd'hui, et si en régie ils sont prêts, ils font un like, je les remercie, ils sont parfaits. Je vais venir avec une petite vidéo et après je la commenterai. Je suis évidemment ravi de cette rencontre entre Facebook et Intaglio. Intaglio étant une imprimerie, il faut bien noter qu'elle a été une révolution industrielle il y a 6 ans, moins 6 siècles, et qu'aujourd'hui Facebook est au cœur d'une révolution dite numérique et mobile. Je suis très très fier d'être le millionième entreprise. J'ai essayé beaucoup de modes de communication depuis que les Intaglio existent, donc il y a déjà 30 ans. Donc, ça passe par la boutique, ça passe par des salons professionnels, ça passe par un site internet, ça peut passer par d'autres systèmes de réseaux sociaux. Celui-ci répond à quelque chose de très naturel. On communique, on envoie, et c'est une vraie vitrine qui me permet d'atteindre évidemment des clients ou des gens amoureux de mon métier qui sont très loin, que j'aurais peut-être jamais pu rencontrer, soit avec mon site ou sur ma boutique. Je conseille pour le coup, soyons honnêtes, beaucoup de mes amis à avoir une page parce que je pense que ça ne mange pas de pain. C'est bien plus souple et bien plus finalement accessible qu'un site ou beaucoup d'autres objets ou manières de communiquer. Millionième, je pense qu'il doit y avoir une belle étoile au-dessus de moi. En tout cas, je le répète, j'en suis très fier et ravi. Merci à vous d'avoir passé cette vidéo. D'abord, il y a un joli symbole, c'est que la millionième PME française qui a une page Facebook, c'est une imprimerie. Et vous avez comme un pont entre les siècles, entre deux grandes révolutions industrielles, l'imprimerie et la révolution digitale. Ce qui est très intéressant et ce qui est intéressant pour vous, et les 3 exemples absolument remarquables que vous venez d'entendre l'illustrent également, c'est que nous assistons, et Nick l'a très bien dit, à la digitalisation des entreprises traditionnelles. La plomberie, le service ou les vêtements, le slip français ne sont pas des entreprises dans leurs produits ou leurs services nés dans le siècle digital. Donc nous assistons en effet à une accélération depuis 12-18 mois, et je pense qu'on la constate tous les deux, de la digitalisation du secteur des PME et des TPE. Mais qui touche en effet aussi les grands groupes français, et ce que dit Jean-Paul Agon de L'Oréal est totalement juste. Donc vous êtes plongé dans cette transformation. C'est une opportunité pour vous. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous, je pense à vous 3, mais aussi presque à vous 4, vous êtes à la tête de jeunes entreprises ou d'entreprises traditionnelles, vous agissez comme des startups.
Or, l'aiguillon le plus fort, c'est que quand nous constatons les chiffres macro de la France, les consommateurs français sont en avance. Ils sont connectés, ils sont mobiles, ils sont digitaux. Si je prends les chiffres de Facebook, vous avez 30 millions de Français qui utilisent Facebook. Près de la moitié de la population, 2/3 des internautes. Les gens qui sont vos clients ou vos prospects sont des consommateurs digitaux. Et tous les jeunes actifs ou les jeunes qui arrivent pour vos entreprises sont d'abord des consommateurs d'écrans, de services numériques. Donc vous devez absolument être à la pointe de cette évolution. Et une des caractéristiques d'ailleurs de la révolution digitale, c'est bien sûr sa vitesse. Facebook va fêter demain ses 12 années. C'est une jeune entreprise. Or, franchement, on est beaucoup à penser qu'on a même oublié comment nous communiquions avant les réseaux sociaux. La vitesse portée par vos consommateurs. L'acteur le plus rapide dans le monde entier, ce sont les consommateurs. Ça, c'est l'évolution la plus forte. Et deux, surtout, c'est l'opportunité de croissance. Partout, tous les rapports le montrent, on pourra en citer énormément, montrent que le digital, c'est de la croissance, de la compétitivité. Et vous avez à votre disposition beaucoup d'outils, bien sûr, pour être en pointe là-dessus. Vous avez lancé il y a quelques mois avec la CGPME une initiative, les PME recrutent. Alors j'avais vu une interview de vous au premier jour, vous en étiez très content. Là, ça fait déjà plusieurs semaines. Qu'en est-il aujourd'hui ? Ça fait même un peu moins de Plusieurs 2 ans. Ouais. Écoutez, depuis 2 ans, sur cette page, les PME recrutent, c'est un service totalement gratuit qui vous permet de poster vos offres d'emploi, de voir les offres d'emploi qui sont là pour ceux qui cherchent de l'emploi et d'utiliser tout un tas de services pour utiliser l'accès à l'emploi et au service de vos ressources humaines. Et quand on n'a pas de direction des ressources humaines, c'est évidemment important. Je crois qu'aujourd'hui, on est à plus de 100 000 offres actives aujourd'hui, mais en 2 ans, on a vu circuler plus de 300 000 offres d'emploi. Et là aussi, ça illustre quoi ? Que les grandes plateformes numériques et digitales, et il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'entreprises qui en ont fait d'ailleurs commerce ou activité marchande, c'est par les grandes plateformes aujourd'hui digitales, par les entreprises digitales, que l'on sait rapprocher l'offre et la demande de travail. Et c'est un changement évidemment absolument considérable. On s'est associé avec la CGPME, Work4, qui est une jeune start-up française, RTL, qui était notre partenaire média, les Échos également. Ça a été un grand succès. Et Pôle emploi également, il me semble. Et Pôle emploi également. Est-ce que c'est un type d'initiative que vous souhaiteriez renouveler, développer, diversifier peut-être ? Oui, parce que quand vous avez autant de Français qui utilisent vos services, vous êtes au fond dans une situation de responsabilité. Et il nous a semblé, sans grande surprise, que l'emploi était un sujet si sensible, qu'on voyait bien qu'il y avait une adéquation, une complexité à faire que l'offre se rapproche de la demande, que puisque nous avions la chance d'avoir ces outils, on pouvait en effet développer cette initiative avec la CGPME. Donc Facebook en France est une entreprise responsable, est une entreprise qui se développe puissamment, donc il nous a semblé que c'était tout à fait de notre ressort de faire ça. On a eu d'autres initiatives, d'autres natures, qu'on peut qualifier de citoyennes, mais oui, nous sommes une entreprise responsable et on va continuer. Alors, on va peut-être écouter Cédric et de revenir vers les entrepreneurs pour voir comment ils utilisent vos outils. Et Nick, comme vous devez nous quitter à 17h15, je voudrais quand même profiter encore de votre présence pour voir ce que vous faites au niveau de Google également pour booster le business numérique. Avec, je crois, en avril 2015, Nick, vous avez lancé Moteur de réussite. Est-ce qu'on peut en dire un mot ? Oui, bien sûr. Donc, on a vu, il faut encourager ce mouvement. Donc, qu'est-ce qu'on fait chez nous il y a 2 programmes. Google pour les pros. On a aidé 50 000 entreprises en France, les PME françaises, prendre les premiers pas en ligne. Donc, ça, c'est un programme qui existe depuis 3-4 ans. Mais on voulait aussi mettre en valeur les cas ou les histoires, comme on avait entendu ce soir, sur les gens qui réussissent ces transformations numériques. Et donc, ce soir, on va annoncer les gagnants de notre 3e édition de la campagne Moteur de réussite française, qui est une entreprise... C'est pour ça que vous devez nous quitter un peu plus tôt. Oui, exactement. On partage ça maintenant. Mais c'est Store et Rideau, un PME en France qui, depuis 4 ans, avait décidé de se mettre en ligne. Et Guillaume est sur le jury aussi, donc merci. Et après, avec ce mouvement, donc, ils ont augmenté le chiffre d'affaires de l'entreprise à 20%. Ils ont embauché 5 personnes. Et ils avaient commencé de faire l'export en Italie et en Angleterre. Ça, c'est très intéressant aussi parce que avec le digital, maintenant, ils ont accès à un marché qui était juste impossible de faire du marketing à partir d'un PME en Provence, en France.
en Angleterre pour 1 euro. C'est le début, le budget il faut pour commencer, pour tester les choses. Donc ça, c'est un exemple parmi plein d'autres, mais on voulait vraiment mettre en valeur, mettre en exemple ces histoires pour encourager le mouvement. Nick, juste une chose, on ne peut pas ne pas évoquer ce qui s'est passé hier quand même à la bourse avec Alphabet, parce que Google, c'est bien sûr un moteur de recherche, mais c'est bien plus que ça. Vous faites plein de choses, et justement en regroupant au sein d'Alphabet toutes les activités sur lesquelles bosse Google, l'intelligence artificielle, le transhumanisme repoussé, l'âge de la mort, etc. Juste, faites-nous rêver un peu avant de partir. Qu'est-ce que vous avez pour tous les entrepreneurs de cette salle qui ont envie de se projeter un peu dans le futur? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire chez Google? Vers quoi réfléchir en ce moment quand on a envie de créer une entreprise? Qu'est-ce qui va nous arriver, en partie grâce à vous d'ailleurs, ou à cause de vous, j'en sais rien, j'espère pas. C'est très, très, très difficile de se projeter 10 ans en avance, mais donc il y avait 2 minutes ce matin parce qu'on a vu la bourse hier, donc on a dit ça c'est bien, et après au boulot. Donc on continue, mais je pense honnêtement qu'on est convaincu chez nous que on est juste au début de l'histoire en termes de puissance, les potentiels du numérique. Et ce qu'on va faire, la question c'est en 10 ans qu'on regarde, même les histoires de machine learning qu'on a vu la semaine dernière, c'est des histoires qui étaient juste inimaginables il y a 5 ans. Donc de dire qu'est-ce qu'on va faire en 10 ans, honnêtement, on voit les chemins pour les prochains 12 mois. Alors une autre question, et ce sera ma dernière question vous concernant. Google a un succès mondial, beaucoup de gens admirent votre entreprise, je crois que tout le monde admire votre entreprise. Quelles sont les clés du succès de Google qui seraient des conseils aux entrepreneurs dans la salle, qui ont fait les forces de Google et que les entrepreneurs dans la salle pourraient Je pense que avoir eux aussi? Le challenge que nous avons, parce qu'on était un start-up il y a 18 ans, oui. Et donc les fondateurs avaient commencé, comme toutes les entreprises en Silicon Valley, il faut avoir un garage, et c'est tout. Donc ils ont commencé dans un garage, sans fric, sans ressources. Ils ont bricolé les ordinateurs avec les jouets de Lego. Donc, mais le truc qu'ils avaient mis en place, c'était la culture. Et la capacité de dire, bon, on veut changer le monde. Donc, 2 mecs dans un garage, ils veulent changer le monde. Donc, capacité de rêver. Mais après, depuis, on voulait juste franchement garder cette culture qui sont développées avec 2 personnes. On veut garder le racine, l'ADN de cette culture. Et je pense que la chose qui est la plus importante chez nous, c'est l'acceptation que pour innover, il faut échouer. En fait, la question de chez nous, c'est pas il faut échouer. La question, c'est est-ce qu'on échoue suffisamment rapidement? Et la première fois que j'ai entendu ça, j'ai dit il y a plein de fautes dans cette phrase, ça marche pas. Mais en fait, l'ambiance chez nous, c'est dans un secteur qui change très rapidement. Le plus grand risque qu'on a, c'est en loop and rupture. Donc, il faut aller vite. Il faut accepter qu'il y a des échecs sur le chemin. Ça fait partie du jeu. Pas tous les jours, pas chaque minute, mais on va échouer de temps en temps. Et ça, c'est la culture qu'on essaie de garder. Mais ça n'a pas besoin de ressources. Parce que toutes les entreprises, les startups qui n'ont absolument rien, ils commencent avec cet esprit. La question, c'est comment on le garde en grandissant. Merci. Cédric, on va finir cette première partie avec vous. Donc, vous représentez Intuit qui déploie ces solutions depuis décembre 2015 en France. Vous êtes leader sur le marché américain. Est-ce que vous partagez un peu ce constat un peu de retard, en quelque sorte, des PME sur leur transition au numérique? Juste avant de répondre à votre question, dire qu'un autre facteur clé de succès peut-être pour Google, ça a été d'utiliser QuickBooks à leur démarrage. Donc au tout début, ils étaient utilisateurs de la solution et ça explique certainement une grande partie de leur succès. Non, je rigole. Dans le retard français est dans le domaine qui est le nôtre. Donc Intuit, c'est une entreprise qui a été créée il y a plus de 30 ans au cœur de la Silicon Valley, qui est le leader mondial des solutions de gestion pour les TPE et PME, qui n'étaient pas encore présents en France. Et la bonne nouvelle, c'est que depuis décembre, en effet, la solution est présente en France. Notre mission, c'est de simplifier la gestion administrative des entrepreneurs, tout en leur permettant de se concentrer sur le développement de leur activité avec de nombreux outils numériques. Donc c'est aussi ça que permet le numérique, c'est de vraiment rendre service. Cédric, mettez votre micro bien près de vous. Pardon ? Mettez votre micro bien bien micro plus près. Donc par rapport à votre question sur le retard français,
Je pense que dans le domaine qui est celui de la gestion, oui, c'est vrai qu'on avait des acteurs qui étaient très présents avec des très bonnes solutions qui faisaient une comptabilité correcte. Mais aujourd'hui, l'entrepreneur, il a besoin de gagner du temps, il a besoin de se libérer de ses contraintes administratives. Moi, j'étais entrepreneur. Quand j'ai commencé, je ne savais pas que j'allais, dès mon premier salarié, avoir 30 déclarations à faire, que ce soit de l'URSSAF, de l'alias fiscale, la TVA. Et avec des outils, des plateformes en ligne telles que QuickBooks, aujourd'hui, vous allez automatiser toute la saisie de l'information et la remontée de l'information et avoir une comptabilité qui est faite de façon très indolore. L'autre problématique que j'ai eue en tant qu'entrepreneur, c'était cette comptabilité, elle ne me donnait pas vraiment mon chiffre du jour. Je l'avais en général un compte de résultats et un bilan qui arrivait un an après. Là, aujourd'hui, avec ces outils numériques et en ligne, partout et tout le temps, j'ai la possibilité d'avoir ma trésorerie en temps réel, d'avoir mes encours, de savoir quels sont mes clients qui ne m'ont pas payé, qui sont en retard, avec des alertes, et tout ça de façon très simple et très accessible. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin non plus d'être un comptable pour pouvoir manier l'outil. Et donc le matin, je me réveille, j'ai mon tableau de bord et je vais pouvoir piloter mon entreprise comme il se doit. Donc voilà, donc c'est vraiment... là, un impact qui est un petit peu différent de ceux de mes deux voisins. Ce n'est pas tellement un impact de développement et de faire connaître, c'est plus vraiment un impact de gestion et d'amélioration de la productivité au niveau de la vie de l'entrepreneur lui-même. Merci. Juste à nos 3 amis entrepreneurs, avant que Nick ne parte, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire simplement comment vous utilisez Google pour qu'il puisse écouter ses clients ce soir avant de partir, et si vous avez des messages à lui faire passer pour qu'il vous aide encore mieux. Vous évoquiez notamment tout à l'heure, Loïc, le fait qu'il pourrait m'aider à devenir mondial. Alors on peut commencer ensemble rapidement. Comment utilisez-vous Google et qu'est-ce qu'il pourrait faire encore mieux pour vous? Google. Si vous voulez le temps de la réflexion, on vous le donne. Pour moi, c'est un outil. Déjà, c'est Gmail. Je l'utilise personnellement parce qu'elle est incroyable. Par contre, je ne l'utilise pas pour mon entreprise parce que je veux avoir une totale maîtrise des données. Mais en fait, je suis sûr que Google va ouvrir un peu... Petite friction digitale. Voilà. Je suis content d'avoir posé la question. Il va pouvoir réagir. Mais c'est malheureux, en fait. En fait, c'est malheureux parce que, à la limite, merci pour cette question parce que c'est incroyable, quoi, avec mon CAP plombier, que je puisse poser ce... Enfin bon. En fait... Avec Gmail, il y a une performance, les serveurs SMT, PV, il n'y a jamais de problème. Envoyer un mail avec Orange, c'est devenu compliqué. Envoyer un mail avec Club Internet, ça ne marche pas. Envoyer un mail avec Gmail, ça fonctionne. Non mais il y a quand même une réalité technique où ils sont très 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 forts. Et en fait, c'est vrai que c'est dommage qu'il y ait ce sentiment que toutes les entreprises ont peur de vous. Donc il faut, je ne sais pas, il faut peut-être axer. Bon, j'ai ouvert un débat que je ne pensais pas ouvrir, mais en fait c'est intéressant. On va voir l'avis des autres. Alors, vas-y Guillaume. Nous, on l'utilise pour beaucoup de choses. On a toute la suite Google App for Business qui est très utile, qui marche très bien, qui est franchement le truc à installer tout de suite quand on démarre sa startup. Ça permet de gérer 2, 3, 4, 5, 10, 20 personnes hyper facilement. On fait Google Maps, bien sûr, pour localiser nos points de vente aussi. Et un truc qui fonctionne bien, évidemment, c'est un petit peu de publicité sur Google. Donc, c'est des leviers qui marchent très bien. Et en fait, c'est vrai que c'est un truc auquel on ne pense pas forcément, mais nous, la marque s'appelle le slip français. Mais quand on va avoir un passage télé, ou peut-être là, ce soir, en rentrant, vous auriez follement envie d'acheter un slip, mais vous ne vous souvenez plus vraiment du nom de la marque. Donc, vous allez taper slip salon d'entrepreneurs. Grâce à Google, vous allez pouvoir venir directement sur notre site. Et c'est vrai qu'en étant bien référencé, et en plus, on peut vérifier en live peut-être, mais si on tape juste slip, on est évidemment le premier résultat en référencement naturel sur Google. Allez, comme de Cherizé, un dernier témoignage d'utilisateur, et puis après on fait réagir Nick et on le libère. Google, c'est une chance pour nous parce que ça nous a permis, avec les outils notamment, pour décloisonner l'entreprise, avec les boîtes mail, les agendas partagés, d'accélérer ces décloisonnements. Mais en même temps, c'est un problème parce qu'il faut quand même payer pour être bien référencé. Et ça, pour l'instant, on a du mal. En même temps, c'est un peu leur business. Il faut quand même qu'ils gagnent un peu d'argent. Nick, une réaction à ces témoignages d'utilisateurs? Je pense qu'on a déjà des choses à faire avec Loïc. Mais juste très rapidement, 2 millions d'entreprises au niveau du monde utilisent nos plateformes apps. Donc, cette question de confiance des utilisateurs et des entreprises, ça c'est pour nous la chose qui est la plus importante en fait. Il faut qu'on garde la confiance de nos utilisateurs. Il faut qu'on protège les données. On ne vend jamais les données des utilisateurs. Et ça, c'est le règle 1.
chez nous, c'est le contrôle, la transparence, la confiance des utilisateurs, des entreprises. Si on peut de ça, on ne va plus exister. Donc, on prend ça très sérieusement. Et oui, il faut choisir son camp. Et en fait, je pense que les gens ne savent pas. Il faut communiquer là-dessus. On communique. Mais on peut faire mieux, clairement. Merci beaucoup, Nick. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. Je sais que vous devez partir. Avant d'attaquer donc la seconde partie de cette table ronde, déjà nous souhaitions remercier vivement Monsieur Nick Leader qui est contraint de nous quitter. Et nous avons le plaisir d'accueillir sur scène Monsieur Denis Jacquet, le coprésident de l'Observatoire de l'ubérisation, qui va justement nous parler 5 minutes de l'ubérisation. Bonjour Denis. Bonjour. Installez-vous. Avant que vous ne nous parliez, je ne connaissais pas l'Observatoire de l'ubérisation. Philippe, c'est pas sérieux, un garçon Ben comme non, moi. un garçon informé comme moi. De quand date-t-il avant que vous nous racontiez Octobre. Tu as des excuses, c'est tout neuf. Comme récent. moi. Alors raconte-nous, de quoi s'agit-il? Bonjour. Alors, Philippe, justement, une petite remarque juste avant, pour être très démagogique vis-à-vis de la foule qui est en partie féminine. Jean-Paul Agon, il a raison sur tout. D'ailleurs, effectivement, il a très intérêt à très vite tourner vers le service, mais il a tort sur un truc. Les femmes françaises n'ont pas attendu L'Oréal pour être belles. Merci, mesdames. Quel talent. Quel talent. Bon. Et alors, depuis que je vois Guillaume intervenir un peu partout, je me dis, une femme française avec un slip français, ça doit être un concept à tenter. Alors, Denis... Oui, je vous en prie. Ça, c'est pour vexer ceux qui ont quitté la salle avant que j'arrive. Alors, donc je m'appelle Denis Jacquet, c'était moi il y a quelques secondes, donc c'est ma photo d'il y a 30 ans quand j'avais pas de rides, donc, mais c'est quand même moi aujourd'hui. Je suis entrepreneur, il y a beaucoup de gens qui montent sur beaucoup de scènes et sur beaucoup de plateaux qui ont oublié ce que c'était, qu'ils n'ont jamais été pour parler d'entrepreneuriat, donc c'est vraiment mon vrai métier, c'est de ça que je vis tous les jours. Donc j'ai une boîte qui fait du e-learning, je préside Parrainer la croissance, qui est cette association mondialement connue dans la région parisienne, qui a à peu près 4000 entrepreneurs aujourd'hui. Et puis, effectivement, depuis octobre, nous aurons bientôt un abonné de plus à la newsletter. Philippe, tout à l'heure, sur l'Observatoire de l'ubérisation, qu'on a monté avec quelqu'un qui est certainement dans la salle, mais je ne le vois pas avec les projecteurs, qui est Grégoire Leclerc. Et Grégoire, lui aussi entrepreneur, est en fait le fondateur et le président de la Fédération des auto-entrepreneurs aujourd'hui. Donc, on a créé ça tous les deux, donc ce n'est pas moi tout seul. D'ailleurs, je ne sais rien faire tout seul, à peine manger, donc c'est vous dire. Alors, j'ai promis aux organisateurs de faire 5 minutes, donc pour une fois, je vais essayer de tenir mes promesses. Vous avez beaucoup d'hommes politiques passer dans ce salon, donc vous êtes habitués à ceux qui ne les tiennent pas, je vais essayer de tenir la mienne. Et de faire très rapidement un petit constat sur ce qu'est l'ubérisation qu'on devra en fait, mais on l'a appelé comme ça principalement pour la presse et un certain nombre de colloques, un observatoire de la digitalisation. Qu'est-ce qui se passe avec cette économie de façon très prétentieuse, parce qu'on n'a pas de boule de cristal, on n'est pas plus intelligent que vous, et on va essayer de l'être intelligent collectivement. Donc première chose, pour tenir les 5 minutes, j'ai fait une expérience très simple. La semaine dernière, Porte-Maillot, vous aviez à la fois des taxis et des barbecues qui cuisaient dehors. Et pour moi, qui suis parisien et dont la voiture est enlevée en moyenne 2 fois par mois dès que je suis sur une livraison dans une rue dans laquelle il n'y a pas de boutique, voir effectivement de façon émerveillée toutes ces voitures garées pendant 3 jours sans qu'on les enlève a été pour moi une révélation assez stupéfiante. Donc je me suis dit, si c'est ça l'intérêt de la digitalisation et de résister à la numérisation, je soutiens les taxis. Donc j'ai laissé, juste avant d'arriver ici, ma voiture au milieu de la place Porte-Maillot. Elle est en warning, donc je saurai dans 5 minutes, effectivement, si je suis rentré dans un camp ou dans l'autre. Première chose, faut toujours commencer par une note d'humour, après vous allez voir, ça va se gâter. Alors, première chose que n'est pas pour nous l'ubérisation, c'est une notion de changement. On parle beaucoup de changement, il n'y a pas de changement. Vous et moi, on change à chaque seconde, notre corps change, la météo change, les conditions économiques changent. La seule, et Laurent l'a rappelé, un certain nombre de choses qui changent aujourd'hui, c'est la vitesse. Et ça, véritablement, là, pour le coup, le changement, c'est pas maintenant, comme diraient certains, c'est tout le temps. Et là, il va très vite. Et ça, c'est vraiment la grande modification à laquelle on assiste. La deuxième chose, on dit, c'est un changement technologique.
Pour nous, aujourd'hui, en tout cas, le parti pris de l'Observatoire, c'est de dire que c'est un changement sociétal, aidé au bon moment. Pour une fois, il y a une conjonction de facteurs par une technologie qui permet effectivement à une masse de population qui n'avait plus accès à rien à avoir accès à quelque chose, et c'est ça qui est une vraie révolution. La révolution technologique, on en vit depuis l'invention du silex. Laurent faisait le pont tout à l'heure entre l'imprimerie et aujourd'hui. On a vécu des révolutions, c'est pas la première, c'est pas non plus la dernière. Pour moi, la révolution, elle est sociétale. Et c'était une révolution, je la compare à un aspirateur. En fait, on est en train de reprendre tout l'espoir qui était au sol et qui est en train de disparaître, et on est en train de le faire remonter comme la poussière, plutôt vers le haut. Parce que vous êtes en train de faire en sorte qu'il y ait des économies à New York, à Paris, à Londres, où en moyenne 20 000 à New York, à peu près 14 500 en France, si je ne prends que les VTC, de gens qui, pour une immense majorité, n'avaient plus aucune chance d'accéder à un emploi ou une activité dans ce pays. Et donc aujourd'hui, vous êtes en train de redonner à ces gens-là, tous ceux qui nous entourent, qui sont parfois quelques kilomètres d'ici, la possibilité de remonter vers le haut, d'avoir une première marche d'un ascenseur social qui se met en route. Troisième chose, c'est que c'est mondial. Je ne sais même pas si la troisième chose, d'ailleurs, je ne compte plus, mais la chose suivante, c'est mondial. Et ça, c'est intéressant parce que dans les pays en voie de développement, c'est une chance d'élévation. Et pour nous, dans les pays développés qui sommes en train de nous tasser progressivement, c'est une chance de réélévation. Et c'est ça qui est très intéressant là-dedans. Donc quand vous entendrez tous ces gens dans les débats auxquels j'ai la chance de participer à la télé, à la radio sur les adversaires, c'est paupérisation, insécurité, c'est pas bien, etc. Oui, il y a des dérives. Mais je vous le dis, j'aimerais beaucoup que vous le tweetiez, parce que je suis très frère de cette phrase, les dérives ça soigne, l'interdiction ça tue. Et le jour, je vous la ferai, hein, mon compte Twitter était là-haut, donc les dérives ça soigne, l'interdiction ça tue. Le jour où on a arrêté Uber Pop, on a juste interdit à des milliers de personnes d'avoir un job de plus, une activité de plus qui les faisait passer de la survie à la vie. Il y avait des dérives, il fallait les corriger, nous on a interdit. L'interdiction, ça tue. Enfin, deuxième partie très rapide, moi ce que je souhaite c'est qu'il y ait plus de Français. Aujourd'hui on le voit, et vraiment j'ai rien contre, j'ai vécu aux États-Unis, j'adore ce pays, il faut que nous ayons des acteurs français. J'aurais aimé qu'Uber s'appelle Uber, qu'on rajoute un H et un T à la fin. Il y a le cab, il y a chauffeur privé. Ce ne sont pas des acteurs mondiaux. Je veux que les Français, vous, dans cette salle aujourd'hui, vous pensiez qu'à une chose, c'est devenir, comme Facebook ou Google, des acteurs mondiaux. Et pas régionaux, pas nationaux, pas européens, mondiaux. Et ça, c'est vraiment essentiel. Troisième chose, c'est une économie inversée. Plusieurs raisons. Un, d'abord, c'est enfin le bas qui remonte vers le haut. Non. Donc, moi, aujourd'hui, je n'ai pas le temps de développer aujourd'hui, mais c'est vraiment, même Uber sera ubérisé. C'est-à-dire que le bas invente des solutions qu'il impose au haut parce que le haut n'évolue pas assez vite. La deuxième chose, c'est l'inversion de la pyramide des âges. C'est les jeunes qui aujourd'hui majoritairement sont à la tête de ces boîtes, ils ont moins de 25 ans. On disait à notre génération, à ceux de nos parents, qu'il fallait attendre 50 ou 55. Par contre, ne jetez pas par pitié les gens de plus de 55 ans à la poubelle, on le fait depuis 30 ans dans ce pays. Donc la chance du numérique, elle fonctionnera si on sait réunir, grâce au numérique, deux populations ostracisées, les moins de 25, les plus de 55. Et là, on fait une passerelle sur la société et le numérique devient intéressant. C'est le pouvoir aux PME. Avant, une PME, au pire, elle chatouillait un grand groupe. Maintenant, elle le met en danger. Ce qui signifie que vous, dans la salle, avec vos PME, vos startups de demain, vous pouvez mettre en danger un grand groupe. Pas pour le plaisir de le mettre en danger, pour l'obliger à se réformer, à évoluer, à toujours être un champion, mais vous aussi devenir un champion international. Et enfin, c'est le pouvoir de l'usage, parfois au détriment de la raison. Monsieur Desplombiers le disait, à un moment donné, parce qu'on a des choses gratuites, on peut accepter peut-être de céder des choses qu'on n'a pas envie de céder. Donc c'est très intéressant de savoir jusqu'où on veut aller. Et donc du coup, et j'en ai fini, je pense que je tiendrai à peu près 5, allez peut-être 6, il y a 3 ou 4 questions à se poser. Première question, si vous posez la question de savoir si vous avez pris la vague à temps, il est déjà trop tard. Donc, ce n'est pas la peine de vous la poser. Attendez la vague suivante s'il y en a une. Deuxième chose, quelle sera la société demain? On veut humaniser les robots et on veut robotiser les hommes. Où va se faire le point de jonction? J'espère que le point de jonction, il sera avantage à l'humanité. Pour moi, un homme trop augmenté, c'est une humanité qui perd. Donc, réfléchissons bien à ça, sachons jusqu'où on veut aller, de la bénéfice d'usage pour ne plus être humain, de l'activité pour faire disparaître l'homme.
si le principe de la modernité, c'est de nous faire disparaître parce qu'on nous remplace par des algorithmes, ça n'a pas tellement de sens. Réfléchissez ce que sera la société avec 7, 10 ou 15 milliards d'individus sans job demain. Troisième chose, c'est la fin de l'emploi, peut-être. Et alors? C'est peut-être le début de l'activité. Moi, j'ai écrit un article l'autre jour pour supprimons le chômage, supprimons l'emploi. Vous avez beaucoup moins de problèmes dans ces cas-là. Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui que cette activité numérique quand vous avez 20 000 livraisons par soir aujourd'hui, quand vous avez 20 000 Uber dans une ville, 80 000 à Londres, 80 000 VTC, vous n'avez pas créé d'emploi, mais vous avez créé de l'activité. Donc, c'est l'activité, c'est de la croissance, c'est de la consommation, et ça ne se mesure plus en forme d'emploi. Et en plus, au lieu d'avoir un ministère de l'emploi qui est en fait, dans les pays développés, un ministère du chômage depuis 30 ans, on le supprime. Comme ça, on gagne aussi et on pourra utiliser le ministère du Travail pour monter un incubateur à start-up. Donc, je conclurai rapidement. Si vous voulez rentrer dans la faille, c'est simple, c'est observer. Tous ceux qui sont là, ils ont observé quelque chose, ils l'ont vu, y compris les fondateurs de ces VTC, ils ont vu un truc, ils ont vu une faille, ils sont rentrés dedans, ils sont allés très vite, donc il faut le financer. La problématique qu'on a en France, effectivement, c'est qu'on a 1500 milliards d'épargne, mais qu'on n'arrive pas à faire des levées de plus de 100 000, 200 000, 300 000 pour une boîte qui démarre, là où leur contrepartie américaine, anglo-saxonne ou israélienne monte 1 million, 5 millions, 10 millions très rapidement. Donc on est devenus les champions du monde du lancer de nains. Un champion du monde de lancer de nains, ça ne fait pas des géants. On a besoin d'avoir des géants. J'adore les nains, hein. Surtout il faut discriminer personne. Donc je conclurai en disant une chose très simple, c'est tous les beaux livres se sont écrits par une page blanche. À vous de l'écrire. Bonne journée. Juste, Denis, reste 2 secondes. Pardon. Non, reste 2 secondes parce que on entend quand même un vrai plaidoyer dans ta bouche, j'allais dire, pour l'ubérisation. Alors, moi, j'aimerais dire pourquoi cet observatoire? Est-ce qu'il faut convaincre la France qui a peur? Parce qu'on a peur un peu justement que ces deux France ne se réconcilient pas. Quel est l'objectif de cet observatoire? Maintenant, on a entendu tes convictions. Ouais. À quoi il sert cet observatoire fondamentalement? À rien. Alors, l'observatoire, il sert, à observer. Alors, donc, du coup, l'idée, c'est de dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde. Parce que tant qu'on n'observe pas ce qui se passe, on ne peut pas savoir, et pas seulement en France, dans le monde entier. Il faut avoir ce qu'on appelle benchmark international. Oui. La deuxième, c'est d'essayer d'en tirer des tendances. C'est pour ça que dans l'observatoire, vous avez Thierry Marx, vous avez un paléo-anthropologue, vous avez des sociologues, vous avez un tiers des boîtes du numérique français, voilà. Et vous avez des gens qui sont totalement opposés. Vous avez Laurent Grand-Guillaume, qui a été nommé médiateur pour les taxis la semaine dernière, et puis vous avez Frédéric Lefebvre, qui est le député des Français à l'étranger, qui passe 15 jours par mois international, qui était un type un peu spécial quand il était ministre et qui est devenu fantastique depuis qu'il s'intéresse au numérique et un petit peu à ce qui se passe. Ça bonifie le numérique alors? Oui, non, mais tout à fait. Donc, il y a 35 personnes dans cet observatoire qui essayent de dire quelle société on veut demain et à quelles conditions on peut y aller. Et comment ça donne des armes à ceux qui existent aujourd'hui pour rester là, parce que moi j'ai envie que les champions français actuels continuent à être des champions, ça nous tire vers le haut, mais d'inverser cette tendance qu'on voit bien en France, de dire « Ouh là là, tout ça, ça va trop vite, ça nous met en danger, on ne veut pas y aller, on commence par interdire ». Et ça, donc je ne suis pas pro-numérique ou anti-numérique, j'essaye juste de faire en sorte avec Grégoire, avec cet observatoire, qu'on ne tue pas les initiatives avant même qu'elles aient le temps de s'épanouir. Merci beaucoup Denis, merci infiniment. Avec plaisir, merci. Merci. Laurent, je vous ai vu avoir envie de réagir. Moi, je n'ai pas entendu un plaidoyer pour l'ubérisation, j'ai entendu, et je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Denis, quelque chose de beaucoup plus profond qui est en train de transcender en réalité la société française et notre pays, car sans nous en rendre compte, parce que nous sommes au fond fixés sur les modèles qui sont en perte de vitesse, nous sommes en train d'assister à une nouvelle renaissance. Et si vous réfléchissez bien à tout ce qui est en train de se passer, pas uniquement en France et en Europe, c'est ça qui est en train de se produire. Et il y a, comme dans d'autres pays, le choc de deux modèles ou de deux énergies, mais l'énergie positive qui construit les modèles de demain, il est ici dans cette salle. Et la révolution digitale, car c'est une révolution, pas uniquement technologique, beaucoup plus puissante que cela. Et beaucoup plus puissante car elle est extrêmement rapide. Au fond, l'humanité n'a jamais connu une révolution industrielle et technologique qui a été adoptée par la foule et la multitude aussi rapidement. Eh bien, cette révolution digitale illustre cette renaissance qui est en train d'arriver. Et vous avez des poches
d'activité, d'initiative, d'énergie. Regardez les participants et les chefs d'entreprise que vous avez sur la table. Extraordinaire un peu partout, dans tous les secteurs. Tous les secteurs sont touchés par cette mutation. En revanche, oui, les modèles traditionnels, les modèles collectifs, sont inadaptés à cette évolution. Mais ce n'est pas grave au sens où ça s'est déjà produit dans l'histoire. Et moi, j'étais très surpris quand je suis rentré chez Facebook. Nick a bien traduit au fond l'essentiel de ces entreprises. Le plus important, c'est la culture. Et quand parfois ici dans notre pays, à une idée, on vous répond « Ouh là là, non, non, ça c'est pas possible ». On vous dit ailleurs, essaye, va vite. Et j'adore ce mantra qu'on a chez Facebook, qui est le suivant, qui est « Mais qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur ?» Et en réalité, vous avez une opportunité, et j'y crois absolument, et au fond, nous sommes à votre service pour le faire. C'est ça que nous faisons. Vous apportez une boîte à outils exceptionnelle. Vous avez dans les mains cette transformation-là. Vous pouvez avoir de très grandes ambitions et de très grands rêves parce que cette transformation et cette révolution est pleine d'opportunités. Et naturellement qu'il faut que vous ayez le monde. Parce que vous pouvez, avec la digitalisation, ouvrir tout un tas de marchés sans installer un bureau et un salarié dans ces marchés. Qui aurait pensé, en 6 ans, que Blablacar connaisse ce succès exceptionnel? C'est un succès français. C'est peut-être un des leaders du transport de demain. Nous, on les connaît depuis 6 ans. Je peux vous assurer, il y a 6 ans, ils étaient là à votre place. C'est possible. Et donc, pour rebondir sur ce que dit Denis, et pardon d'être un peu long, c'est une révolution absolument complète et qui est porteuse de grande espérance et de grand développement et de grande croissance. Donc vous avez ça entre les mains. Surtout, s'il vous plaît, saisissez-la. Vous pouvez faire de très grandes choses. Quand Denis Jacquet dit que les entreprises qui n'ont pas saisi la vague, pour elles, c'est trop tard, est-ce que vous êtes d'accord les uns et les autres avec ce constat ou alors il est temps de prendre le train en marche? Guillaume? Moi, je pense qu'il n'est jamais trop tard. Je pense qu'il ne faut pas complètement opposer un monde digital où il faudrait être très fort, avoir tout compris, et de l'autre côté, on est des gros nazes. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et que surtout, il faut se mettre à la place de nos clients parce qu'ici, tout le monde va avoir des clients, on a déjà. Le client, il n'est pas un jour 100% digital et un autre jour, il passe devant une boutique physique. C'est juste la même personne. Et puis lui, il s'en fout si vous êtes digital ou si vous êtes retail ou wholesale. Il faut que au moment où il passe devant votre produit ou votre service, il faut qu'il ait envie de consommer chez vous. Et je pense que c'est ça la vraie bonne question à se poser. Et du coup, il ne faut pas, je pense, opposer les deux mondes. Il faut juste se dire, dès qu'on fait quelque chose, nous par exemple, on a ouvert 2 boutiques physiques, on va en ouvrir d'autres. Il ne faut pas se dire, est-ce qu'on est tout digital ou est-ce qu'on est boutique physique? Il faut se dire comment est-ce qu'on fait bien la boutique physique pour que ça nourrisse le digital et que ça permette de se projeter dans l'avenir. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de tout ça. Et je rebondis sur un vrai truc de fond, qui est cette idée d'aller tester des choses. Ce qui est génial dans ce digital, c'est que tout se mesure très bien. Donc en fait, on peut tester très vite et du coup prendre des enseignements. Et si ça ne marche pas, ça veut dire que typiquement, si on prend l'exemple de Facebook, si on met, je sais pas, 50 € ou 100 € par jour ou par semaine de publicité sur tel type de clientèle, est-ce que ça fonctionne? Oui, non. On le sait en 2 jours, on le sait en 3 jours, en 4 jours. Ça, c'est absolument fantastique pour pouvoir se retourner vite. Et donc, du coup, il ne faut pas avoir peur, il faut essayer, il faut se lancer. Et puis, au pire, ça ne marche pas. Et je pense qu'effectivement, c'est des valeurs qu'il faut peut-être aller chercher un peu aux États-Unis sur ce truc-là. Après, les franciser. Moi, je suis le reste champion du Made in France, donc on ne les importe pas tels quels. Mais il faut essayer. Nous, on vend des slips, on en vend 100 000 par an. C'est fabuleux ce qui se passe. Et on en vend beaucoup sur Internet. Donc, allez-y. Je pense qu'on est le meilleur exemple, que tout est possible. Donc, il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer. Bravo. On peut l'applaudir. Cédric. Ouais. Sur le côté vague digitale, je pense que la question, elle n'est pas forcément de savoir si on l'a loupé ou pas. Aujourd'hui, c'est pas une option. Je pense que le digital, c'est obligatoire, ça fait partie de l'ADN de n'importe quel entrepreneur aujourd'hui. Et ce qui est formidable, c'est qu'on a une conjonction de 2 choses. C'est qu'on a à la fois une économie qui va pas très bien, et donc on ne peut plus compter sur ces grands entraîneurs que sont l'État et les collectivités. On peut compter que sur soi-même. Et en même temps, on a accès à des outils qui sont d'une performance extraordinaire en tant qu'entrepreneur. Et aujourd'hui, le compte Google
que j'ouvre pour faire de la publicité, le compte Facebook que j'ouvre pour faire de la publicité, c'est le même que je sois L'Oréal ou que je sois le slip français. C'est le même. Je peux faire j'ai la même capacité de target, on va dire comment ciblé, de ciblage que je sois le grand groupe ou celui qui démarre. De la même façon sur des outils de gestion, des outils d'amélioration de productivité. Ils sont au même niveau pour la start-up ou l'entrepreneur que pour le grand groupe, mais ils sont encore plus faciles à mettre en œuvre et plus rapides à mettre en œuvre pour une start-up. Et moi, dans la démarche qu'on a aujourd'hui, on est beaucoup en relation avec les incubateurs. La qualité des infrastructures que les startups mettent en place au démarrage aujourd'hui, c'est assez impressionnant. Et il y a beaucoup de grands groupes qui ne sont pas à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, je pense que ces deux coordinations-là font que les entrepreneurs d'aujourd'hui, ils n'ont jamais été aussi bien placés en France. Cédric, juste une question. Pourquoi est devenu si tard en France alors qu'on est plutôt en avance? Il y avait déjà une grosse concurrence sur le marché français ou bien 2015, c'est très récent pour une entreprise comme la vôtre. C'est vrai que la France avait un tout petit retard sur les solutions de gestion en ligne. Oui. La raison principale, c'est que la réglementation française est un petit peu compliquée. Oh oui, et donc, pour faire rentrer la comptabilité française, les obligations légales françaises dans une plateforme mondiale où il y a déjà 1 300 000 TPE, vous faites un petit peu attention. Et le PCG français, quand vous le faites rentrer dans une plateforme mondiale, vous le faites en prenant un peu de temps. Donc on a pris 1 an à localiser la plateforme avec des experts comptables français, avec des PME, et donc on a vraiment aujourd'hui une solution française qui est complètement conforme et qui est adaptée. On a attendu d'avoir cette conformité pour pouvoir la lancer. Laurent, vous vouliez dire un mot à ce sujet? Oui, je ne veux pas mobiliser la parole ou la monopoliser, mais ça c'est très important. Et pourquoi les PME travaillent avec les grandes plateformes numériques? Et ce sont les PME, c'est vous lors d'un voyage en région qui me l'avez fait comprendre. Quelqu'un me dit, un jeune chef d'entreprise, il me dit en fait, technologie, il n'était pas du tout digital native, il était né dans les années 60, un temps où, je suis né quelques années après, Internet n'existait pas. Il me dit en fait ça va tellement vite, c'est finalement assez compliqué, que moi je travaille avec vous, Facebook, parce que je profite de votre innovation, tout le temps. C'est tellement intelligent et c'est tellement vrai. Quand vous faites par exemple et vous ouvrez une page Facebook, et que le monde devient mobile, vous êtes automatiquement mobile parce que Facebook est mobile. Vous n'avez pas besoin d'investir massivement sur des sites web qui doivent devenir responsive mobile, puis ensuite des apps. Parce que c'est compliqué, parce que ça va trop vite. Un des atouts que vous avez à travailler avec les grandes entreprises digitales, c'est d'abord fondamentalement celui-là. C'est que l'innovation de ces groupes vous profite immédiatement. Nous sortons un produit pour faire de la vidéo et pour que vous puissiez par une vidéo exprimer votre service auprès de vos clients, vous l'avez immédiatement. Plus de 60%, peut-être même plus aujourd'hui, des connexions des Français au quotidien pour aller sur le digital ou Internet est mobile. Vous êtes immédiatement mobile avec une page Facebook. Est-ce que vous disiez à l'instant que les capacités offertes à un groupe comme L'Oréal sont les mêmes pour une petite entreprise d'une région qui va d'abord travailler dans une agglomération, puis ensuite vouloir vendre, si elle est frontalière, dans un pays à quelques kilomètres? Vous avez les mêmes capacités, les mêmes outils. Donc la puissance aussi de ces outils, c'est de profiter en permanence de l'innovation et de rester en contact avec des clients qui, eux, sont déjà digitalisés. Et vous pouvez passer tous les messages, les cibler, renvoyer du trafic sur vos sites internet si vous en avez, vendre en ligne, aller ouvrir d'autres marchés. Et donc, un des atouts du travail avec les grandes entreprises digitales, c'est de bénéficier en permanence de l'innovation. Or, comme ce monde va vite, votre travail, ce n'est pas de devenir Facebook ou de devenir Google. C'est de profiter de l'innovation. Préférez Facebook, de ces entreprises. Parce que c'est ça que nous apportons. Et ce qu'on apporte aux utilisateurs, on l'apporte aux entreprises. 1 million, un tiers des PME qui l'utilisent, c'est pour être efficace. C'est pour générer du business, du chiffre d'affaires. Et c'est très bien, parce que c'est ça qui va vous permettre de vous développer. Donc, pardon, je voulais rebondir sur ce que vous disiez, c'est très important. Vous avez cette innovation dans la main, c'est-à-dire là-dedans. Parce que ça, c'est plus un téléphone, hein. C'est Internet dans la poche de tous vos consommateurs et c'est votre marque dans la poche des gens qui comptent pour vos entreprises. Comme de Chérisé, chez Goemio, est-ce que vous avez tiré parti de tous ces bénéfices? Alors chez Goemio, on a commencé par se planter sur Internet. Moi, quand je suis arrivé chez Goemio, j'ai mis en place un mauvais site avec une mauvaise équipe. Et je voulais rebondir sur ce que disait notre ami de Google sur l'échec. Effectivement, testez petit, allez-y pas à pas.
Le retour des users, il est immédiat. Donc la courbe d'apprentissage, elle va être fabuleuse. Actuellement, on est en train de tester notre présence payante sur Facebook. On le fait en mettant 100 € par jour. Et puis mes équipes me disent, là, ça marche, donc on accélère. Et on accélère sur ce qui marche. Donc tester, démarrer petit, démarrer très prudemment, puis accélérer dès que ça marche. Et puis l'échec, ça fait partie de nos conditions de réussite, comme il le disait très bien tout à l'heure. C'est en ayant planté le premier site de Goemio qu'aujourd'hui on est en train de réussir notre mutation digitale. La seule chose sur l'échec, il y a un coefficient psychologique, et vous êtes tous des entrepreneurs, donc vous savez à quel point on porte cette charge et à la fois cette énergie incroyable pour entreprendre. Tenez juste compte des conséquences de l'échec sur la psychologie de vous-même et de vos équipes. Mais sinon, l'échec, c'est plein d'opportunités. Donc foncez en tenant compte de ces échecs. On en est la preuve aujourd'hui. On est en train de réussir notre mondialisation grâce à des outils digitaux qui sont propagés avec beaucoup d'agilité et avec l'aide, effectivement, de nos grands frères qui nous ouvrent la voie. Alors, c'est pas parce que Facebook et Google sont représentés sur scène qu'il faut oublier les autres, Pinterest, Instagram, etc. J'aimerais vous entendre, vous trois entrepreneurs, sur votre usage, pardonnez-moi Laurent, des autres outils numériques aujourd'hui. Est-ce que vous en utilisez d'autres et pour en faire quoi, Guillaume et vous tous les trois? On utilise beaucoup de choses et si je peux rentrer un peu dans le concret pour donner des bons exemples et des bonnes pratiques, on y passe du temps. Moi, je passe un temps fou à faire de la veille. Donc, pour faire de la veille, j'utilise Twitter qui reste quand même très bien, même s'ils ont des difficultés en ce moment. Ça reste un outil formidable de veille. Dis-nous, pardon Guillaume, sois très précis, comment tu t'en sers pour faire Moi, de la je m'en sers typiquement sur mon compte Twitter perso, je vais suivre des listes de gens qui sont des entrepreneurs américains, des gens de développement produit, d'autres marques. En fait, je fais beaucoup de veille concurrentielle sur tous mes concurrents au sens large. Donc, ça peut être des gens qui font des slips et des sous-vêtements, mais ça peut être aussi, je sais pas, Lacoste, Petit Bateau, Aigle. Enfin, je suis toutes ces marques, je suis des concurrents américains, je suis des gens partout. Et après, j'essaie aussi de regarder. Je pense que ça, c'est hyper intéressant quand on est entrepreneur aujourd'hui, et je pense que c'est le cas de beaucoup de monde dans la salle. Il faut aller regarder les Américains qui publient donc sur Twitter et sur Medium, qui est la plateforme de contenu un peu plus longue de Twitter, sur lequel il y a beaucoup d'articles de fond qui expliquent beaucoup de ces valeurs de la start-up américaine. Donc, franchement, il y a beaucoup de choses à tirer et il faut faire son tri, mais il y a beaucoup de choses là-dedans. Donc ça, j'essaie d'y passer au moins 1 heure ou 2 heures par semaine. Et je pense que même si au début, ça fait un peu peur de se dire qu'on n'est pas en train de bosser sur son projet, mais en fait, ça aère l'esprit, ça donne beaucoup d'idées. Et je pense que c'est hyper important à faire. Donc ça, c'est vraiment Twitter, c'est un truc hyper, je dirais, business et veille. Ensuite, Facebook, donc là, c'est vraiment de l'info assez générale qui intéresse toute la base de clients et de communautés. Donc là, c'est vraiment de l'actu assez généraliste, des sorties produits. Typiquement, un truc qui a super bien marché, c'était la Chandeleur hier. On a fait une crêpe en forme de slip. On a fait 1700 likes et 200 partages. C'est un truc tout bête, mais on rebondit dans le quotidien des gens parce qu'effectivement, c'était la Chandeleur. Peut-être que votre grand-mère vous a fait des crêpes. Voilà, c'était un bon moment et vous l'avez vu sur Facebook avec le slip français. Et on n'est pas en train de pousser, de dire voilà, tel nouveau boxeur, tel nouveau slip. Juste, on a inventé un contenu qui est dans notre ADN de marque, dans notre discours de marque et qui est innovant. Et après, on fait le même genre de choses. Donc Facebook, c'est assez, je dirais, généraliste et je pense que ça fonctionne bien. Ça, c'est pour la partie vraiment contenu, pas la partie publicité. Et ensuite, sur Instagram, on essaie de poster au moins une photo par jour. Donc Instagram, pour moi, on est presque, je ne sais pas ce que Laurent en pense, mais je pense qu'on est presque à la fin du vraiment gros coup de boost Instagram, même si je pense que ça a toujours devant lui. Mais en tout cas, les bonnes places à prendre pour les startups, malheureusement, je pense que c'est presque terminé, au sens où on va continuer à l'utiliser, bien sûr, mais je pense que certaines marques ont pu prendre des effets d'ascenseur super. Il y en a pas mal des françaises, My Little Paris, je n'ai pas tellement d'autres exemples, mais il faut regarder. Mais Daniel Wellington, qui est une marque de montre, qui a 1,5 million ou 2 millions de followers sur Instagram, c'est un super réseau aussi parce que l'engagement est vraiment fort. Donc là, on poste des jolies photos du quotidien et ça donne aussi beaucoup d'inspiration parce que les utilisateurs de votre produit vont poster des choses de leur quotidien, l'utilisation qu'ils font de vos produits. Et il faut aller faire beaucoup de veille là aussi, il faut aller regarder ce qu'ils disent sur votre marque. Donc nous, on regarde tous les jours ce qui se passe sur le hashtag le slip français, on regarde quelles sont les photos qu'ils ont taguées, quand est-ce qu'ils ont posté, qu'est-ce qu'ils disent, est-ce qu'ils aiment bien, est-ce qu'ils n'aiment pas. Quelle est la part chez toi, Guillaume, des gens qui ne font que ça? On a 3 personnes qui font maintenant que ça. Sur 27? Sur 32. Ouais. Sur 32. Ouais. Donc c'est 10% des gens chez toi qui font ce boulot. Exactement. Et full time. Passionnant. C'est difficile parce que ça change tous les jours. On essaie de trouver vraiment le cœur de ça, c'est 2 choses, c'est la veille et le contenu. Enfin, les idées vont très vite, donc il faut vraiment faire beaucoup de veille et il faut être capable de sortir du contenu, arriver à faire un post Instagram par jour différent de 3 posts ou 4 posts Facebook par semaine, différent de 10 tweets par jour. Ça commence à faire du contenu, si on veut que tout soit qualitatif et adapté au bon horaire, au bon moment ou à la bonne cible, c'est franchement très compliqué à faire. Et je pense que les grosses boîtes, elles doivent employer des équipes de 15 ou 20 personnes, mais tu vas savoir mieux que moi. Nous, à 3, on court derrière, mais c'est passionnant. Et je pense que c'est le
facteur différenciant number one quand on monte sa boîte. Il faut mieux arrêter de penser au business pendant 3 semaines et penser comment est-ce qu'on peut se différencier là-dessus, parce que c'est ça, à mon avis, Mais l'effet disons booster. que au Slip français, vous êtes quand même jeune. Vous avez aussi beaucoup exploité le potentiel comique lié au slip. Mais j'imagine que du coup, pour certaines entreprises, c'est quand même moins facile de faire le buzz sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une excuse. ça. À vous pensez? Ouais, non, vraiment, toute boîte peut avoir une très bonne communication sur les réseaux sociaux. Nous, c'est sûr que c'est très facile, mais il y a plein de boîtes super fortes. Il y avait Cheers, l'application de photos sur son téléphone mobile. Vous avez un album, vous l'imprimez en papier derrière. Ils ont, pareil, c'est moins rigolo, mais ils ont un contenu qui est génial. Ils ont toutes les photos de tous les utilisateurs, donc ils sont à 100 000 followers sur Instagram, mais il y a un contenu génial. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est quelle que soit sa marque, quel que soit son produit, il faut se dire, au fond, quel est l'ADN de ma marque, quel est mon discours de marque, quels sont mes codes visuels, et de se dire comment est-ce que je fais en sorte de créer ce contenu-là pour le poster, être capable de le publier au bon moment. On poursuit peut-être le tour de table avant de laisser réagir les experts, entre guillemets. Peut-être, je ne sais pas, l'un de vous deux, ou Com ou bien Loïc, sur l'usage que vous faites très concret de ces outils. Je les utilise pas. Ah bah voilà, c'est. En écoutant cette soirée, ça va venir. Non, mais c'est pas ça. C'est que je les utilise pas parce que c'est pas parce qu'on c'est pas les mêmes métiers. Quand on est plombier, c'est pas. Ce que dit Guillaume vous dit, on peut rendre la plomberie fun. Ah bah d'autant avec la plomberie, il y a un mais en fait, potentiel je suis. Non mais. Vous n'êtes pas d'accord? Non, mais c'est quelque chose que je ne fais pas, donc je peux pas me prononcer. D'accord. Je me suis concentré sur mon métier pour qu'il soit le plus performant possible. Bon, on va laisser Laurent faire le pitch après pour voir comment vous pouvez y aller quand même. Comment vous l'utilisez-vous de manière concrète? Pour Goemio, c'est vital parce que j'ai une première communauté qui est la communauté des chefs. On visite, on promeut 4000 chefs en France et 15 000 dans le monde. Et les chefs sont extrêmement présents sur Facebook. Ils sont très peu sur leur ordinateur, mais tout le temps sur leur mobile. Donc c'est le moyen pour nous d'avoir le pouls de la communauté gastronomique et de communiquer avec elle. Donc c'est un média absolument fabuleux pour nous. On envoie des inputs, ils réagissent, ils transmettent, ils relaient. Avant-hier, mon confrère Rouge est sorti et notre cuisinier de l'année n'a pas eu son étoile. Voilà. Il se retrouve tout mari. Eh bien, toute la communauté s'insurge, prend le relais et du coup, ça devient un média en sa faveur extraordinaire. Ça s'est fait en 48 heures. Eh bien là, c'est un outil qui, pour nous, est une extraordinaire opportunité. Et je vous recommande de soutenir Alexandre Gauthier de La Grenouillère. Peut-être avant que Loïc ne réagisse à finalement toutes ces façons d'utiliser, c'est une partie de son business. Cédric, quand on lance un business comme le vôtre en France, vous avez beau être une boîte américaine qui fait vous-même de logiciels, est-ce que vous utilisez vous aussi pour vous lancer dans un territoire nouveau qui est la France, tous ces outils et comment? Oui, même si on est une solution de gestion en ligne, oui. On peut faire des photos un peu moins marrantes que celles du slip français, mais c'est un outil qui est tout à fait essentiel, en effet, pour rentrer en communication avec ses clients, avec ses prospects, comprendre leurs besoins et pouvoir les faire rentrer dans votre univers. Donc c'est clairement un outil de notre développement en France. On est sur Facebook, on est sur Twitter, on est sur LinkedIn, on essaye d'avoir le plus de connexions possible. Et je pense que pour Loïc, il n'y a pas de secteur qui ne peut pas bénéficier de ces outils-là. Nous, une des réflexions qu'on avait, justement, c'était par rapport à Facebook. Parce qu'on disait, solution de gestion en ligne. Gardez le micro bien proche. Pour les TPE, sur Facebook, c'est vraiment pas peut-être un sujet. Et en fait, on a eu un témoignage d'une grande société d'assurance qui s'était rendu compte qu'il y avait un de ses agents qui faisait plein de contrats. Et il demandait pourquoi, mais comment. Il s'est rendu compte qu'il faisait toute sa commercialisation sur Facebook. Donc un agent d'assurance qui était sur Facebook, qui faisait sa publicité uniquement là-dessus. Donc ça nous a dit, si l'assurance marche, a priori, c'est un vecteur de communication B2B aussi bien que B2C. Vous avez pris le micro à plusieurs reprises, Laurent, pour réagir. Donc allez-y, à tout ce qu'on vient d'entendre. Je verrai après Loïc parce que je pense que c'est un cas particulier. Non, mais en même temps, ce que Loïc a raconté est tellement exceptionnel que je suis persuadé qu'on peut travailler et certainement travailler avec lui. Je rebondis aussi sur ce que Guillaume a dit. Vous pouvez utiliser Instagram. Alors d'abord, Instagram, ça fait partie de l'écosystème Facebook. Mais il y a énormément d'exemples dans tous les secteurs économiques dans notre pays de PME et TPE qui développent leur activité sur Instagram de façon absolument étonnante. Les services aux personnes, des produits pour bébés, des restaurants, la communauté de la gastronomie est puissamment digitalisée.
une jeune femme très jeune qui fait des ventes de vêtements en ligne en se prenant en photo et en faisant des selfies uniquement sur Instagram, connaît un succès énorme. Tout un tas de marques, avec au fond un fil rouge, si on veut en tirer une petite leçon, c'est l'essor de la communication par l'image sur le digital. Le digital n'a rien inventé sur la communication visuelle. Mais on voit se développer, et finalement Instagram l'illustre très très bien, la capacité de communiquer entre nous par l'image. Regardez, quand nous communiquons avec nos enfants et qu'ils vont le mercredi après-midi faire leur cours de sport, ils vont au tennis. Il n'y en a aucun qui vous écrit un texto « Je vais au tennis, papa ». Ils prennent un selfie avec une raquette de tennis et vous comprenez qu'ils sont en train d'aller jouer au tennis. Et vous leur dites, vous, par écrit, « Ah, tu vas au tennis » et ils vous envoient 2-3 émoticônes qui vous font évidemment comprendre que vous n'avez rien compris. Le langage visuel des jeunes, pas uniquement des 13-16 ans, s'est imposé dans l'univers digital. Et naturellement, il s'impose pour vous, pour vos marques. Tous les secteurs utilisent Instagram. Et les plus beaux exemples en France, mais aussi aux États-Unis et en Europe, sont des secteurs auxquels vous n'allez pas penser. Les banques et en effet les assurances utilisent aujourd'hui, pour parler de leur marque, Instagram. Ah, vous pensez à la beauté, vous pensez au luxe, vous pensez à tout un tas de secteurs. En réalité, tous les secteurs du monde, même les industries les plus lourdes, au sens noble du terme, utilisent Instagram. Allez vous promener sur la page officielle de General Electric ou d'entreprises comme ça. Vous verrez de façon exceptionnelle comment ils mettent en valeur leur industrie, pourtant très ancienne, et comment ils utilisent ces supports digitaux. Et donc vous aussi, vous pouvez transmettre avec Instagram ce que vous faites. Et il y a des dizaines d'exemples de TPE et de PME aujourd'hui en France qui utilisent ces outils, avec un ressort, la puissance de la communication visuelle à l'heure du digital. Parce qu'à travers une image, qui est aussi un langage universel, pour les entreprises internationales, pas besoin de traduction, vous faites passer énormément de choses. Et là, je n'ai pas besoin de développer ce point. Donc, il y a bien sûr plusieurs outils, plusieurs réseaux, et Instagram en est un aujourd'hui très puissant pour les PME. Guillaume ? Moi, je voulais juste rajouter quelque chose qui est, tu l'as dit tout à l'heure, c'est des plateformes. En fait, la question, c'est pas est-ce qu'on est bon sur Instagram ou est-ce qu'on est bon sur Facebook. La question, c'est est-ce qu'on est créatif et est-ce qu'on est capable de trouver des idées qui vont être diffusées sur ces outils, sur ces plateformes et qui vont plaire aux utilisateurs. Demain, il y en aura peut-être d'autres, mais je pense que la vraie question, et c'est ça, là où il faut se remettre en question, prendre des risques, et c'est là où il faut, à mon avis, pas avoir peur, il faut y aller. C'est vraiment de se dire, est-ce qu'on est créatif, est-ce qu'on est capable d'oser et de prendre des risques. Et je pense qu'on peut être une banque, on peut être une compagnie de train, on peut être ce qu'on veut. Si on est capable d'avoir des équipes qui disent, OK, on est créatif, on tente des choses, ça peut fonctionner. Et je disais tout à l'heure, je ne sais pas quel est le prochain accélérateur, mais en fait, je pense que je sais ce que c'est. Pour moi, c'est vraiment le contenu vidéo. Donc, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Laurent, mais je pense qu'aujourd'hui, Instagram, c'est beaucoup de photos, Facebook, c'est beaucoup de photos. Aujourd'hui, être capable de sortir des petites vidéos de façon très régulière, pareil, dans le même discours de marque, dans les mêmes codes visuels qui promeuvent votre service ou votre produit en petites vidéos très courtes, 5-6 minutes, 5-6 secondes, pardon, en petits gifs ou vraiment des petits formats sympas, je pense que les boîtes qui sauront faire ça auront des boulevards devant eux sur les réseaux sociaux. Guillaume, tu m'offres une parfaite forme de conclusion et de dernière question à tous, puisque on laissera peut-être Laurent conclure parce que c'est quand même aussi lui qui importe les outils. J'avais envie de dire tout à l'heure, Denis parlait de la prochaine vague. Si on s'intéresse à la vague en cours, on a déjà raté la prochaine, donc c'est pas la peine d'y réfléchir. C'est quoi la prochaine vague? Tu viens d'en exprimer une justement. La vidéo Instagram ou le photo Instagram est une tendance lourde. Mais avant peut-être que Laurent nous donne les tendances lourdes, de votre vision à vous, alors je ne vais peut-être pas demander à Loïc, qui a peut-être moins de vision sur ce côté-là, pour le moment en tout cas, avant qu'il devienne... peut-être, je ne sais pas, mais quels sont peut-être Cédric et comme la vague sur laquelle vous pensez devoir surfer bientôt? Alors, en rapport avec mon domaine, je pense que ce qui est en train d'émerger, c'est déjà un petit peu lancé, mais c'est vraiment, il est encore temps de bénéficier de cette vague. C'est les applications B2B. Aujourd'hui, sur le téléphone, les applications B2B. Ouais. Aujourd'hui, on est sur son téléphone, on va avoir beaucoup d'applications B2C. C'est un marché qui est déjà pas mal encombré, qui est plus difficile à pénétrer. Ce qu'on voit émerger, c'est des vraies applications B2B qui sont des vrais différenciateurs et qui apportent une valeur ajoutée aussi bien aux entrepreneurs qu'aux salariés. Et c'est ça la vague que nous on voit en ce moment émerger. C'est en plus des applications qui communiquent entre elles, donc avec des plateformes sur le même modèle qu'un téléphone portable, vous allez avoir une plateforme qui va permettre de faire rentrer en communication tout un tas d'applications B2B et ainsi d'avoir une vraie valeur ajoutée pour l'entrepreneur, pour le salarié, pour tout le monde. Dans le foot comme ou dans votre activité, la prochaine vague? Moi, je ne lis pas dans une boule de cristal et j'ai envie de dire la prochaine vague, c'est la simplicité.
Moi, mon enjeu, c'est de proposer la meilleure application pour trouver un restaurant sans se tromper. Et ça paraît tellement bête à dire, c'est tellement compliqué de trouver un restaurant sur Internet aujourd'hui. Donc nous, notre enjeu, c'est ça. La prochaine vague, c'est la simplicité. Loïc, je ne voudrais pas vous priver quand même d'une réponse. Je partage totalement cet avis. Et d'ailleurs, finalement, ça marche aussi avec le grand succès qu'est Google. C'est que Google, il permet de trouver tout. Le monde entier est à votre disposition, simplement. Vous finissez même pas ce que vous cherchez, il vous l'a déjà trouvé. Parce qu'il vous connaît, il sait ce que vous regardez. Voilà. Et donc, en fait, c'est la simplicité. Guillaume, tu voulais ajouter un dernier mot avant peut-être donner la parole à Cette Laurent. idée de simplicité aussi, juste de se rendre compte que nos clients sont des gens qui sont à la fois digitaux et pas digitaux et qu'il va falloir les rendre heureux, quel que soit le canal par lequel ils arrivent. Et je pense que c'est ça l'enjeu, c'est de comprendre comment les gens viennent nous voir et comment faire en sorte que ce soit des clients heureux. Et c'est tout sauf facile. La parole leader mondial de son métier, en conclusion. Ce qui est déjà pour vous tous, ça doit être un acquis pour vous le plus vite possible, si ce n'est pas le cas, c'est le mobile. Le monde digital est mobile, est majoritairement mobile, et vos clients sont mobiles. Et ça, il n'y a pas besoin beaucoup de développer cette idée. Ce que nous voyons arriver, c'est deux grands mouvements. Un mouvement qui va s'accélérer dans les 2-3 ans qui viennent, c'est l'utilisation des grandes messageries. Chez Facebook, nous avons deux que vous utilisez peut-être, Messenger et WhatsApp. WhatsApp ayant annoncé en début de cette semaine 1 milliard d'utilisateurs dans le monde. Vous utilisez ces messageries mobiles, gratuites, pour échanger avec les gens qui comptent pour vous. Du texte, des photos, des vidéos, vous créez des groupes. Ça devient finalement le lieu de votre échange le plus personnel, le plus individuel, professionnel, familial, etc. À l'instar d'autres messageries, notamment asiatiques, vous pourrez bientôt, en tant qu'entreprise, utiliser ces messageries pour dialoguer avec les clients, les prospects, et entretenir une relation clientèle beaucoup plus moderne, beaucoup plus mobile, avec toutes les fonctionnalités de ces messageries. Donc ça va être la prochaine grande évolution. La deuxième grande rupture, Denis l'a évoqué tout à l'heure, ça sera les progrès de l'intelligence artificielle. Et ça sera une rupture extrêmement forte, une rupture qui sera aussi à un moment une rupture industrielle. Vous en avez d'ailleurs déjà les premières applications. Quand vous voyez sur un écran circuler une voiture sans chauffeur, sans conducteur, c'est qu'elle utilise déjà des technologies de reconnaissance de l'image. Ce sont des technologies de l'intelligence artificielle. Ça ne nous emmène pas si loin que ça. Ce n'est pas dans les 50 ans, ça sera dans les 10 prochaines années, des premières ruptures extrêmement fortes. Alors ça pourrait faire l'objet même d'une séance en soi, mais c'est la grande rupture à venir dans notre monde. Donc pensée mondiale, le monde est à votre portée. Merci beaucoup à tous pour cette participation à cette plénière. Et une toute petite seconde d'autopromo parce qu'on a beaucoup parlé d'échecs et donc je vous encourage à récupérer le magazine Chef d'entreprise qui est juste à la sortie et qui traite justement des vertus de l'échec. Merci beaucoup à tous.